bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Bakambi. Vous êtes en compagnie de M. Caïs Ebelebe, animateur et fondateur de la radio Bakambi. Comme vous l'entendez, nous allons parler aujourd'hui de notre de Ornano. Ornano, cet événement tragique qui nous parlerons aujourd'hui d'Ornano, cet événement tragique qui a marqué les Congolais et qui marque les Congolais. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale, un peu pour parler de ce qui concerne le volet socio-économique. Nous en parlerons aujourd'hui en compagnie de M. Gaïno Grégoire. M. Grégoire Gaïno, bonsoir. Bonsoir, M. Caïs. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir, chers amis panélistes. Et bienvenue à la radio Bakambi. Merci beaucoup, M. Gaïno. Nous avons aussi la compagnie de M. Sosten Miambalat. M. Miambalat, bonsoir. Bonsoir, M. Caïs Ebelebe. Bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Merci. La radio Bakambi, on est plus présent. Merci. Merci, M. Miambalat. Et bien évidemment, votre troisième interlocuteur, lui, c'est M. Dion Gabriel. M. Gabriel Dion, bonsoir. Bonsoir, M. Caïs. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir à nos auditrices et nos auditeurs de la grande et historique radio Bakambi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons aujourd'hui faire un spécial Ornano. Je sais que tout le monde, on a abordé tous les sujets. Enfin, tous nos collègues et tous les Congolais ont parlé de tout. Et bien sûr, Ornano, c'est un drame national. On va essayer d'aborder le sujet du point de vue socio-économique et voir en fait qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi on est arrivé à ce drame et quelles sont les leçons qu'on peut tirer du point de vue socio-économique. Alors je vais commencer par M. Ndion, vous êtes économiste, bien évidemment, M. Ndion, le volet socio-économique de la situation d'Ornano, on va l'aborder. Moi je vais vous poser une question d'entrée de jeu. Beaucoup de gens ont pleuré ses enfants, continuent à pleurer ses enfants. Le président de la République a reçu les familles. Je vais vous poser une question qui est un peu, je ne sais pas si elle est... vous essayez de répondre. On a souvent vu, à titre posthume, des gens qui ont été décorés. Ces enfants qui sont morts, on ne connaît pas le nombre officiel, on ne connaît pas leur nom. Est-ce que pour vous, en étant à la fois membre du PCT, membre du groupe central, mais surtout simplement un citoyen congolais, n'aurait-il pas été possible que le Premier ministre, le Président, le ministre de la Défense, prennent une note à titre posthume, recrutent ces enfants, leur donnent ce pourquoi ils étaient venus, et ce pourquoi malheureusement ils ont trouvé la mort, et que c'est leur famille, et pour ceux qui avaient même des femmes et des enfants, on arrive à leur donner une pension. Monsieur Ndion. Merci, M. Caïs. Tout est vision, tout est fonction d'une vision. C'est une manière aussi de voir les choses. Tout comme le gouvernement de la République a aussi une manière de voir les choses. Moi, personnellement, je ne me serais pas opposé à une idée de ce genre-là, mais déjà ce qu'a fait le gouvernement est une bonne chose, c'est-à-dire le fait de prendre en charge et les frais des veillées, des matangas, et les frais des enterrements, la totalité des frais, à concurrence, si j'ai bien compris, de 5 millions par famille. Moi, je pense que c'était le minimum à faire. On pourrait faire mieux, mais c'était le minimum à faire, et c'est louable de la part du gouvernement d'avoir fait ça. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, en ce qui concerne les 32, c'est ça, 32 familles endeuillées, qui ont fait endeuiller pratiquement tout le pays aussi, bien sûr. Pourquoi pas? Moi, je ne me serais pas opposé, M. Caïs. Je ne me serais pas opposé de faire de ces 32 personnes, peut-être pas des martyrs, mais les inscrire. Je ne me serais pas opposé, voilà, c'est tout, humainement parlant. Merci, M. Ndion. Monsieur Miambalat, à titre posthume, on a décoré des militaires, on a donné un grade supérieur, ou tout simplement on a confirmé leur engagement militaire. Pourquoi aujourd'hui au Congo, est-ce que cette idée ne serait pas la bienvenue pour les autorités congolaises de faire en sorte que ce pourquoi ils étaient venus, ces enfants-là, partis malheureusement dramatiquement, mais leur famille, plutôt que de commencer par leur donner 5 millions, 3 millions ou 2 millions,
beaucoup ne savent pas quel est le montant qui a été attribué à chacune des familles. On spécule que c'est le même montant. Pourquoi ne pas les décorer à titre posthume et les intégrer à titre posthume dans l'armée pour que leur famille, aujourd'hui, les parents ou la famille, les femmes ou les enfants, s'ils en ont eu, puissent gagner une pension militaire. Effectivement, c'était pour moi aussi la meilleure idée. Pourquoi je le dis? Il y a déjà la première chose, c'est que donner devant tout le monde, nous sommes quand même les Bantous, nous savons comment nos parents fonctionnent. Vous donnez l'argent, 5 millions ou 6 millions, ou comment, peu importe, devant tout le monde est au courant. Mais ceux qui croient à la sorcellerie vont aussi mettre leurs yeux là, ça c'est de 1. Ensuite, à tôt, les enfants ne sont pas encore inhumés. On fait des propositions un peu, entre guillemets, macabres, du genre, vous pouvez remplacer vos enfants. Ceux qui sont partis, c'est pas grave, bon, on les enterre, il y a l'argent pour enterrer, mais bon, vous pouvez donner des enfants de substitution. Mais il n'y a pas des enfants de substitution. C'est quand même pas c'est indigne. Faire ce genre de choses et puis émanant d'un père. Le père ne peut pas dire, bon, ton petit frère est parti, on prend le grand frère, ou bien le cousin ou le neveu. Et les corps sont encore là, sont encore chauds. Ça, c'est des choses, l'idée n'est pas mal, mais il fallait le faire après, pas hâtivement. Je crois que là, à ce niveau, Monsieur le Président, il a quand même failli. Le fait d'avoir réglé vite fait le problème de ses enfants. Ce sont ses enfants. Il dit enterrer d'abord les enfants, ensuite on verra qu'est-ce qu'on pourra faire, mais pas chaud comme ça. Or, si vous voulez, voilà la solution. C'est celle de faire de ces 32 jeunes-là des soldats de l'armée congolaise morts pour le pays. Donc, leur donner même le grade de caporal-chef pour certains, ils verront quand même, il y aura une trentaine de personnes. Et peut-être étaler sur même une dizaine d'années de travail, une retraite comme ça, symbolique, parce qu'ils ne vont pas revenir pour ces sous-là. Mais il faudrait faire un geste dans ce sens-là. Élever les héros, ceux qui sont morts, passent les vivants. Les vivants, ça va créer des problèmes au sein des parents. Nous savons que nous avons tous 2 parents, papa et maman. Mais on va prendre le petit frère de maman ou bien le petit frère de papa ou le neveu. Bon, ça sera avec la crise économique, avec tout ce qui existe au Congo, nous savons que ça ne sera pas une solution, ça sera plus une source à problème. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Monsieur Gaïno, faut-il élever ces enfants décédés aujourd'hui à titre posthume au rang de militaire et pouvoir octroyer à leur famille une pension? Parce que c'est pour ça qu'ils étaient partis chercher du travail, gagner leur vie et avoir une retraite garantie par le statut de militaire ou de la gendarmerie, en tout cas des forces publiques congolaises. Bon, je ne sais pas si l'idée de les élever, c'est pas moi, au grade de soldats morts pour la nation, serait une bonne idée. Mais j'aimerais quand même un peu me démarquer de mes co-débatteurs en disant que le gouvernement, depuis ce drame, s'est comporté de façon unique. C'est de façon, franchement, c'est un peu triste, c'est même triste. C'est pas un peu, c'est très triste de voir un gouvernement qui s'est comporté de cette manière après un tel drame. Non seulement le président s'était déplacé au moment où les gens sont en train de pleurer leurs enfants, le Premier ministre lui-même a eu des propos inacceptables, comme le ministre de la Communication. Et aujourd'hui, on assiste à une distribution de l'argent comme si on pouvait échanger un enfant contre l'argent. Je pense que ce que le gouvernement aurait pu faire, c'était tout simplement de dire l'État prend en charge toutes les cérémonies relatives à l'enterrement de ces jeunes-là. C'est-à-dire acheter des cercueils, prévoir les tombes, les enterrer dignement. Et ensuite, quitte à appeler les familles, après les indemniser ultérieurement, mais pas de façon publique pendant que vous avez votre enfant qui se trouve allongé, je ne sais moi, dans un cercueil ou à la morgue. Vous les appelez pour qu'ils viennent prendre de l'argent. Je trouve ça franchement irrespectueux et inacceptable dans un pays où le drame
où le drame cause un désarroi, vous savez, il n'y a pas que l'argent qui guérit. Il y a le traumatisme que ces familles-là ont vécu. Alors, est-ce que l'argent peut-il soigner le traumatisme? Je ne crois pas. Donc, la façon même de faire, de leur distribuer de l'argent comme ça, comme vous venez de dire, sur scène, ça peut provoquer aussi des problèmes dans la famille. On va penser à l'enterrement, dans des familles qui sont très pauvres. On va seulement regarder l'argent. Non, non, M. Cayus, on ne fait pas comme ça. Ok, mais je vous rappelle que je suis M. Ebelebe, que M. Cayus, c'est un prénom. Désolé, bon, désormais, je vais dire M. Ebelebe. On ne fait pas comme ça. L'État devrait, franchement, revoir cette façon. Et je suis vraiment écœuré, je ne sais pas moi, je ne peux pas accepter ça, je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien le comportement de ce gouvernement. Je ne comprends rien. Ce n'est pas comme ça qu'on procède. D'accord. Vous n'êtes pas pour une idée de pouvoir de faire en sorte qu'ils soient élevés. Et comment vous compensez, c'est triste à dire, mais peut-être qu'il y a derrière, malheureusement, ils auraient été intégrés, ils auraient sûrement, aujourd'hui ils seraient vivants, ils travailleraient. Comment les familles ou les enfants qui restent, de certains d'entre eux, se retrouvent, comment on va dire, financièrement, si ce côté financier, comme vous le dites, est assez barbare et assez, comment dire, maladroit. Tout à fait. C'est très maladroit. C'est très maladroit, M. Bilby. On ne peut pas, imaginez-vous, aujourd'hui vous avez perdu votre enfant. Vous êtes là très en train de pleurer. Et puis il y a un gouvernement qui dit, venez chercher l'argent, parce que c'est moi. Mais ces enfants-là sont morts à cause de qui? À cause de leur mauvaise gouvernance, à cause de leur mauvaise désorganisation, parce que ça n'a pas organisé le recrutement. Et puis après, c'est comme si un chauffeur tue votre enfant, et puis pendant que vous êtes en train de pleurer, il dit, monsieur, venez chercher l'argent pour enterrer votre enfant, j'ai tué. Les assurances, M. Gagnon, elles servent à ça. C'est une forme d'assurance de vie. Les assurances servent à ça. Ah, c'est dommage, mais c'est ça les assurances. Ben voilà. Monsieur Ndian, vous vouliez parler? Oui, mais je voudrais quand même dire à M. Gayino que moi je ne partage pas son point de vue. Je ne partage pas son point de vue avec l'argumentaire suivant. Je vais donner deux arguments. Je crois que le comportement que tout le monde a analysé du gouvernement congolais montre à suffisance la responsabilité du gouvernement, la responsabilité de l'État vis-à-vis de ce drame. Ayant compris sa responsabilité, à mon avis, il est tout à fait normal que le gouvernement, que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités, c'est-à-dire assurer la gestion de toutes ces obsèques-là, prendre en charge toutes ces obsèques-là jusqu'à l'enterrement et donner un petit semblant d'indemnité. Je ne pense pas, M. Belebe, M. Gayino, M. Sosthène Niambala, que ça ne soit pas, comme Gayino le dit, M. Gayino le dit, c'est un mauvais moment. Non. Les familles qui ont été endeuillées, les 32, qui ont été endeuillées, ne s'attendaient pas à un cas de ce genre. Donc, c'est des familles relativement modestes, pour ne pas dire pauvres. C'est les familles qui sont démunies. Et l'auteur de ce drame, nous savons, c'est l'État congolais. Il est tout à fait normal, à mon avis, c'est légitime et normal que l'État prenne en charge. Maintenant, la manière dont parle M. Gayino, peut-être qu'elle n'est pas bonne ou selon. Mais à quel moment on peut donner l'argent aux familles endeuillées de pouvoir supporter les charges? On ne peut pas attendre après après l'enterrement, après les obsèques, après ils n'ont pas d'argent. Même nous qui sommes ici en France, lorsque nous avons des mutuelles, nous avons des obsèques, voilà. Lorsque nous avons un cas, c'est tout de suite, on a besoin d'argent tout de suite là. Ton mec, personne n'aime ton neveu, tu as besoin d'argent tout de suite. Donc, tu peux pas aller dans des analyses en disant que non, on ne peut pas donner l'argent devant tout le monde, on peut pas. Mais si on n'avait pas donné, qu'est-ce qu'on aurait dit? Je peux te poser une question? Maintenant, je vais terminer. Je termine, après tu vas poser la question, M. Gayino. Je termine en disant que moi, je ne vois pas ça mauvais non plus, la proposition faite par son Excellence le Président de la République, en disant que
dont chaque famille est éprouvée. On peut prendre, bon, monsieur Sosten parlait de substitution de... Écoutez, ce n'est pas une pratique qui est nouvelle. Hein. Je rappelle à toutes fins utiles et à nous tous, co-débatteurs et à nos auditeurs et auditrices, qu'au Congo, il fut une période quand nous étions plus jeunes, dans des grosses boîtes connues de l'époque, comme ATC, comme la SNDE, hein, la Société nationale de distribution d'eau, comme la SNE, la Société nationale d'électricité. J'ai eu des parents qui travaillaient là-bas, comptables et consorts. Et lorsque le parent mourait, on choisissait dans la famille un enfant, un garçon, et il allait remplacer son père. À la SNDE, ça se faisait, à la SNE, ça se faisait, et à l'ATC également. Donc, je ne pense pas qu'il puisse se poser un problème de substitution ou bien de... Quelque chose n'est pas malvenu là. Moi, je pense que ce n'est qu'une petite partie de justice faite. Voilà. Je m'arrête là. Avant que M. Gainou, attendez, avant qu'on pose la question, M. Ndion, vous avez dit quelque chose, deux choses qui pour moi aussi interpellent. Hein. Le Premier ministre, vous avez dit qu'il assumait l'État, le gouvernement, prenait ses responsabilités. Le gouvernement, représenté par M. Makosso, a accusé ces jeunes-là d'être irresponsables. Voilà. Vous savez que voilà. C'est très choquant, ça. Ils étaient irresponsables. Écoutez, là, nous analysons l'acte qui a été... Non, j'essaie de vous montrer l'irresponsabilité de l'État. Non, l'irresponsabilité de l'État, qui est un peu trop facilement balayée. Son irresponsabilité d'accuser ces jeunes... Non, je pense qu'il n'y a aucun Congolais, aucun ministre, aucun chef de gouvernement, ni le président de la République lui-même, n'a une seconde, n'a pas reconnu la responsabilité de l'État. Je vais vous faire remarquer, M. Ndion, je vais vous faire remarquer ceci. On n'est pas sur le débat, on va quand même en parler, parce que c'est vous qui évoquez. Le président a pris son avion, il est parti à Malabo. Ils ne sont pas, on ne va pas parler du drame, qu'ils ne sont pas déplacés, ça c'est leur conscience à eux. Le président il a reçu les parents, et moi, je vous dis franchement ce qui m'a étonné, c'est qu'il a justifié l'absence de la première dame du Congo en disant qu'elle n'était pas là parce qu'eux aussi étaient éprouvés. Je vous signale que le président de la République et la présidente du Congo disent avoir été élus à 98% des voix par les Congolais. La priorité n'est pas sa famille, mais les Congolais. Quand un drame touche la nation, la famille du président passe après la nation. Donc, quand on écoute ça, et quand on est une famille, on se dit que le président met sa famille avant l'État. C'est quand même dramatique. Ne polémiquons pas. Non, moi je veux d'accord avec ça dans la mesure où... Mais ne polémiquons pas. Ne polémiquons pas. Monsieur Gainou voulait poser une question et M. Miambalat voulait lui intervenir. Monsieur Ndion, M. Gainou, la question et Miambalat après. Excusez-moi, M. Miambalat, je voudrais quand même poser des questions à M. Gabriel Ndion. Monsieur Ndion, lorsque les soldats où les militaires meurent au champ de tir, ou quand ils sont allés sur le champ de bataille, ils meurent. Qui prend en charge la responsabilité des funérailles? Est-ce que c'est la famille ou le gouvernement qui les... Oui, c'est l'État, non? C'est l'État, le gouvernement, oui. Est-ce que l'État, tu as déjà vu un État qui remet l'argent aux parents pour dire vos enfants sont morts au champ selon moi, sur le champ de bataille, allez les enterrer? En ce qui concerne les militaires, ça ne se passe pas comme... Ça, c'est un corps civil. Hein. Là, les citoyens qui sont morts, les 32 qui sont morts là, c'est des civils. Hein. Ils ne sont pas régis par les mêmes lois. D'accord, faites court, monsieur Ndion et monsieur Gainou, faites court pour que Mandiat puisse intervenir. S'il vous plaît, faites court. Oui, moi je vais être court. Merci. Et quand c'est les civils, donc l'État qui est responsable ne peut pas enterrer. Mais quand c'est les militaires qui sont, c'est pas moi, selon toi, l'État doit prendre la responsabilité. Et vous trouvez ça normal lorsque l'État accepte? Monsieur Ebilibi vient de faire, de montrer le caractère même cynique de l'État lorsqu'on s'absente, lorsqu'on vient dire, lorsque le Premier ministre, tous les responsables, vous savez qu'il n'y a eu aucun responsable sur le lieu du drame. Aucun n'est venu voir. Et vous ne trouvez pas ça un peu curieux quand même dans un pays? Écoutez, M. Gainou, je ne veux pas monopoliser la parole ou individualiser le débat, hein, qu'il soit bilatéral entre vous et moi, mais je veux seulement dire que ça, c'est un cas assez atypique quand même. Hein. Si je vois ça sur le cadre de la recherche de la vérité, des responsabilités des uns et des autres,
ce lieu était devenu, sur le plan strictement juridique, comme un endroit, un lieu du crime, qui doit être balisé, qui doit être, voilà, et que les enquêtes juridiques seront faites là-dessus. Donc, on ne peut pas accepter que les gens viennent visiter l'endroit, voilà, ils peuvent s'arrêter au plus vers la route principale là-bas, devant Gangue-Edouard, là. Bon, mais rentrer dedans là-bas, que les autorités rentrent dedans, et les preuves vont partir, il y a moi je pense que c'est un lieu de crime, je pense. Non, on va laisser M. Miambalat répondre. M. Miambalat répondre, s'il vous plaît. M. Miambalat, on ne vous a pas entendu. Je veux juste vous préciser quelque chose, M. Miambalat, pendant que vous avez parlé. Les mêmes autorités vont venir en France prendre des fleurs, des gerbes de fleurs, aller déposer devant des événements qui sont produits. M. Miambalat, vous vouliez parler. Oui, vous voyez, bon, mais tout ce qu'on est en train de débattre, c'est des conséquences de l'état de notre nation. Rien, on n'a pas un capitaine dans le bateau, sinon le capitaine, c'est un touche-à-tout. Cela étant, revenons-en à la crise de Ornano. Mais cette crise, ils avaient créé une cellule, mais vous avez vu que la cellule a flotté. Déjà, le nombre de victimes, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas le nombre exact. C'est 32, non? Bon, paraît-il, ça c'est ce qu'on nous dit, mais est-ce que c'est réellement ça? On a vu le cinéma du procureur qui est venu alors que le lieu du crime était déjà souillé, puisqu'on n'a pas retrouvé le stade dans son état, l'état là où les jeunes sont tombés. Vous sentez qu'il bon, y a la pluie, ils ont aussi nettoyé quelques trucs parce qu'ils savaient que le procureur allait arriver. Le président, on ne parle pas de ses voyages, en désinvolture totale. Mais la moindre chose, une proposition. Il aurait pu, ou son Premier ministre, aller rendre visite aux familles et remettre les enveloppes là pendant qu'il est dans les 32 veillées. Ils ont les moyens, 32 veillées, ils pouvaient, ou le Premier ministre, disons, quelqu'un, un membre du gouvernement... Oui, il pouvait former une équipe de 4, 5, 10 ministres, et puis chacun... Il avait déjà, oui, une cellule de crise. Il pouvait se départir les rôles et essayer d'être auprès des populations, c'est tout. C'est pas, bon, ils ne sont pas quand même des intouchables, des gens qui sont en dehors de la plaine, raison pour laquelle il y a trop d'erreurs, parce que ils sont déconnectés de la réalité. Ils pensent que les Congolais sont paupérisés, tout c'est l'argent. Dès qu'on sort l'argent, on oublie tout. Qu'on a perdu un enfant. Mais soyons quand même humains. Le corps même, mieux vaut pauvre, bon, mais tu vis quand même. On ne peut pas tuer tout le temps. Au Congo, il n'y a que des morts, et ce sont des morts violentes, des surprises. Mais asseyons-nous et réfléchissons, la tête froide, le cœur chaud, dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Allez dans 32 familles, vous remettez l'enveloppe, et puis les propositions là, mais c'est une proposition, franchement, le mot me manque, quoi. C'est quelqu'un qui a un sang-froid, comme une bête qui peut agir comme ça. Vous pleurez là, on dit l'enterrement c'est après-demain, mais on vient vous dire, bon, c'est pas grave, amenez un neveu, un cousin, tout ça. Mais lequel? Qui partira, qui ne partira pas? Si vous avez 10 qui veulent partir, mais vous divisez la... Déjà l'argent là, ça divise, les propositions la divisent, mais c'était mieux même d'honorer ceux qui sont morts là, 32. Faire une cérémonie officielle pour ceux-là, à titre posthume, les décorer, puis donner l'argent dans ce sens-là, c'est plus national que de donner des enveloppes dans les sous-commissions, un tel, on ne sait pas qui en a donné, et les parents vont bientôt se suspecter. C'était pas 5 millions, on n'a pas, mais c'était 10 millions. Oh, il y en a qui ont reçu. Vous voyez un peu comment on met toujours le poison dans la société, créer des divisions. Ça sera source à problème. On verra. Monsieur Sossel, pardon, rajoute, et le traumatisme, il va être réparé avec l'argent, ou bien ce sont les scores qu'on voit auprès des familles éprouvées? Tout à fait, exactement. Donc, moi, j'aimerais qu'on en discute et attirer l'attention de l'un des membres de la commission de la de l'audiovisuel dans ce débat-là, essayer de voir ce genre de problème. Voilà, lui qui nous a traité de bambins,
Quelle est sa pensée suite à ces événements-là? L'impact sur le plan social, économique, c'est ce qu'on est en train de débattre là. Merci, monsieur. Vous êtes Les conséquences indirectes. voilà, vous avez mis le plat dans les pieds dans ce qui est notre débat. On va essayer de comprendre comment on arrive là. Il y a quelques mois, monsieur Gaïno, monsieur Ndion, monsieur Miambalat, on a débattu ici et on a posé la question à monsieur Ndion, quelles étaient les structures congolaises qui existaient et qui pouvaient absorber le chômage des jeunes Congolais. On a posé cette question et on a reçu de la part d'un certain journaliste, à la fois homme public, très, comment dire, exhibitoire, qui a toujours la réponse à tout, qui nous a, lui, qualifié de bambin et... Il faut dire son nom. On va le dire, son hein. nom. J'aimerais pas lui faire cet honneur-là. Et donc, ce monsieur exhibitoire sur la toile qui aime bien se vanter d'être l'institution qui régule les médias, je ne citerai pas son nom pour le faire plaisir. Je dis, ce monsieur nous a traités de bambins et que nous, on n'était pas du tout, enfin, on était contre le Congo. Bon, alors aujourd'hui, c'est dramatique. L'armée reste la seule source d'embauche des jeunes massivement. Quelles sont ces entreprises qui existent au Congo, qui recrutent les jeunes? Que font les chambres de commerce pour ces jeunes? Que fait le ministère de l'Emploi? Le ministre de l'Emploi qui est venu en France recruter? Combien de jeunes ont-ils recruté dans l'année? Si on a eu comme ça plus de 20 000, 30 000, 40 000 jeunes et que ça a entraîné ce drame, c'est bien parce qu'il y a un millier de jeunes, si ce n'est pas 1 million de jeunes, qui ne travaillent pas. Je pense que vous avez vu, vous tous, sur un de nos confrères, sur un support d'une chaîne qu'on va citer qui est Tcheleka, des médecins congolais rentrés de Cuba, formés, payés par l'État congolais, plus de 1 an et demi au chômage. Des jeunes médecins formés. On a le sentiment qu'au Congo, on forme des cadres pour qu'ils partent à l'extérieur. Bon, ça sera notre sujet. Monsieur Miambalat, c'est vous qui avez commencé. Qu'est-ce qui fait qu'on ait des millions de jeunes qui ne sont pas recrutés, d'où des milliers de jeunes au chômage? La dernière élection présidentielle, si je ne me trompe pas, le slogan était « ça sera la jeunesse ». Hein, ça sera la jeunesse. Mais oui, mon cher chroniqueur, vraiment, c'est ça l'énigme. Notre pays, le Congo, que nous aimons tous, c'est un pays qu'on ne peut pas comprendre. Quand on vous explique sa situation, ses richesses, vous vous étonnez même que ce n'est pas possible. Un pays de 5 millions d'habitants, à peine, peut vivre comme ça. Il y a des valides, il y a des invalides, donc tout ça, mais à peine 5 millions. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais je crois que notre problème, il va depuis les indépendances. Comme on dit, il y a, j'aime bien ce terme-là, l'histoire, c'est le passé du présent, quand on en parle. Et le présent, c'est ce qui prépare l'avenir, donc le futur. S'il n'y a pas ces deux liens-là, non, vous ne pouvez rien faire. Donc le passé, le présent, le futur. L'histoire, le présent et l'avenir. Mais nous, vous avez vu, après les indépendances, les Yulu sont passés, les Massamba Débat, bon, plus ou moins, en Afrique, on était quand même classé parmi les bons pays économiquement, socialement, et puis civilisationnellement, si on peut parler comme ça, en termes de colons. On était beaucoup mieux placés, mais aujourd'hui, quand on voit 60 ans après, les années 70, on a commencé à dégringoler avec la nationalisation des sociétés, avec l'ascenseur social était devenu l'armée, jusqu'à aujourd'hui, les années 2000. Là. Donc le pays a plus dégringolé. Mais cela, c'était pour dire quoi? Que le seul pourvoyeur, comme on l'avait dit déjà dans nos émissions, qu'il ne reste plus que l'armée. Puis c'est l'ascenseur social. L'armée, la police, vous voyez que ces derniers temps, avant même le drame, il n'y a que ces métiers-là qui recrutaient. Ces sociétés-là, s'il faut parler en termes d'entreprise. Il n'y a eu que la police, la gendarmerie, et maintenant là, le drame de l'armée. Mais sinon, la police et la gendarmerie avaient déjà amorcé le recrutement. Mais dans quel pays sommes-nous? Pendant que les gens veulent écarter un peu, réduire un peu le budget de l'armée, chez nous, non, l'armée est budgétivore.
L'armée ne produit rien. Au Congo, l'armée ne produit rien. Mais c'est des gouffres à sous les hommes d'affaires, c'est les militaires, tout. Donc, c'est pratiquement l'armée qui déstabilise le Congo, même économiquement. Ils sont dans toutes les affaires. Mais au-delà de cette posture de l'armée, et ce sont les responsables qui ont fait de l'armée la première entreprise. Les autres ne marchent pas parce qu'il y a trop de taxes, même les jeunes qui veulent entreprendre. Il y a toujours l'armée qui s'incruste dans les affaires même des civils. Mais un pays, là où l'armée est au-dessus de tout, ça ne peut pas marcher parce que l'armée n'est pas là pour faire ce genre de comportement. Je ne sais pas s'ils font même des bonnes formations. Quand on les recrute dans les stades en masse, dans quel pays au monde, même le pays là où il n'y a que des analphabètes, vous avez où faire comme si c'était un match de foot ou un concert de Fally Ipupa au stade et vous donnez les dossiers. Mais ça ne peut apporter que des drames tragiques. Ça, c'était inévitable. Tout le monde devrait sauter du directeur de la sécurité, toute la chaîne hiérarchique militaire. Vraiment, pour l'instant, voilà à peu près, excusez-moi, du temps. Je vous en prie. Mais voilà. Monsieur Gaïno, le seul métier pour pouvoir s'en sortir, c'est l'armée. Est-ce que Oligui, qui est un général, au Congo, c'est un général, au Tchad, c'est un général, je ne sais plus où encore il y a des généraux, mais il y en a au Mali, au Burkina Faso, c'est des militaires. L'Afrique, en gros, francophone, nous dit que le seul métier qui fasse que tu peux réussir, c'est l'armée. Et il n'y a pas d'autre espoir ailleurs. C'est ça, ce drame congolais, c'est ce qu'il montre. Oui, mais monsieur Ibélébé, la dernière fois, nous avons eu un débat sur l'employabilité au Congo. Nous avions parlé de manque d'entreprise ou de mauvais fonctionnement d'entreprise. Nous avons entendu un journaliste qui aime claironner partout, nous traiter du tout. Ce monsieur assis de Marseille, il faut citer son nom. Mais aujourd'hui, la preuve est là. Il n'y a plus que l'armée qui recrute. Comment dans un pays, il ne peut avoir que l'armée? Quand vous citez les autres pays, vous allez voir que ce n'est pas tous les jeunes. L'armée, ça doit d'abord être une vocation de vouloir aller. Le métier, c'est d'abord ça, la vocation. On place la vocation avant parce que quand vous allez avec votre vocation, vous êtes motivé et vous pouvez produire suffisamment. Mais lorsque vous alliez par le fait de force, parce que vous n'avez pas le choix, le seul choix qu'on vous offre, c'est l'armée. Vous n'avez pas cette vocation, vous ne serez jamais un bon militaire. Et encore, surtout de surcroît chez nous, on les forme où? Nous n'avons, vous voyez même les vieux militaires, pourquoi chez nous? Les militaires sont même incapables de faire un coup d'État parce qu'ils n'ont jamais été formés. Depuis qu'ils ont fini leur formation, quand ils arrivent au Congo, ce sont des chômeurs payés. Ils travaillent où? Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de spécialisation. Ils sont habillés, ils se promènent le long de la journée en tenue. Le matin, ils vont courir, je ne sais pas où, et puis quand ils reviennent, ils n'ont plus rien à faire. Donc, vous voyez les gens qui sont là au chômage, et ces jeunes-là, si on les avait recrutés, mais en fait, on les mettait dans une forme de chômage, voilà. Parce qu'ils allaient porter les tenues, mais sans véritablement être militaires. Donc, vous voyez que dans d'autres pays, quand vous avez cité le Burkina Faso, le Mali, non, là, il y a d'autres circonstances. Vous voyez, d'abord, ces pays-là sont en train de mener une lutte contre le terrorisme. On appelle les volontaires, ils ont dit les volontaires. Donc, c'est des gens qui ont envie, pour aller défendre leur pays, faire inscrire, qui vont se faire recruter là-bas. Et là-bas, ils ont besoin de militaires, mais il n'y a pas de drame à ce point. Ils ont vraiment besoin de militaires. Et pourtant, voilà, ce sont des militaires, on les a bien recrutés, pourtant ils sont venus massivement, on les recrute, puisque pour aller dans l'armée, vous avez non seulement les questions qu'on vous pose, mais après vous avez des examens médicaux, tout ça pour savoir si vous êtes apte ou pas. Mais on ne peut pas appeler les gens à cette heure-là et puis venir, et puis après, on fait du cinéma. Non, il faut savoir que ce n'est pas des Congolais, malheureusement, qui ont cette vocation d'aller tous dans l'armée.
bien que l'armée soit l'ascenseur de réussite de ces gens-là qui nous dirigent. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de choix, parce qu'il n'y a pas d'entreprise, M. Assir Marseille devrait le savoir, que dans un pays, ce sont les entreprises qui recrutent. Ce sont les entreprises qui prévoient, qui pourvoient, l'emploi. Ce n'est pas l'État. On ne peut pas avoir une fonction publique qui est, je ne sais pas moi, comblée de tous les Congolais, mais ça ne peut pas fonctionner. Il faut des entreprises. Et l'État congolais ne laisse pas les citoyens créer des entreprises. Parce que l'argent ne circule pas. L'argent est trésorerisé dans les maisons. Les banques sont vides. Vous allez aller chercher l'argent où vous pouvez créer une société. En plus, la corruption. En plus, le manque d'organisation. C'est tout ça qui aggrave la situation de l'emploi au Congo. Voilà donc ce que je peux dire là-dessus. Merci. Monsieur Ndiom. Encore oui, allez-y. Un petit mot, vite fait. C'était concernant ce que M. Ndiom venait de dire au début, quand il parlait de que c'était à l'honneur du gouvernement d'enterrer les jeunes parce qu'ils sont venus pour ce... C'est vrai, mais ça ne pouvait pas être autrement. Si c'était à la SNE, à la SNDE ou bien à la CNPC, si c'était le même recrutement, mais ces entreprises-là devraient aussi prendre la charge de ces jeunes-là. Donc, ce n'est que normal, le fonctionnement normal d'un état des choses. Donc, mais il fallait que ça soit au moins à la SNE, à la SNDE, s'il y avait des sociétés, peut-être il n'y aurait pas ces morts-là. Ils seraient au moins dans des entreprises. Et pas de cette façon. Donc ça, c'est vraiment du cinéma. C'est un théâtre. Tu as même honte de dire ça à un collègue d'un autre État. Il ne va pas te croire. Franchement, je suis sincère. D'autres pays, quand tu expliques notre situation, ils n'arrivent pas à croire. Ils disent non, c'est un dessin animé que tu es en train de faire. Mais c'est la réalité. Nous-mêmes qui subissons ça, nous sommes là, on voit comment le pays est en train de mourir. D'accord. Monsieur Ndion, vous êtes interpellé, Monsieur Ndion, vous êtes interpellé, mais je sais que vous êtes aussi profondément touché et que vous êtes même personnellement touché, que vous êtes éprouvé par un neveu. Donc, c'est pas en tant que membre du PCT qu'on va vous interviewer, on vous fait participer, c'est en tant que Congolais comme tout le monde. La question que je vous pose, c'est que sur le plan économique, quelles sont, je ne dirais pas sur les solutions, mais on peut analyser quelles sont les entreprises qui, aujourd'hui, quand on entend notre oiseau national qui aime bien claironner sur Internet, quelles sont les entreprises, comme on nous a cité, il nous a cité les hôtels, les boutiques et tout ça, c'était des entreprises, la Chambre de commerce de Brazzaville, de Pointe-Noire, travaillait, fonctionnait grâce à ces entreprises qui cotisaient. Quelles sont ces entreprises et est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des statistiques des jeunes qui ont été recrutés? Bon, on prend la SNPC comme mesure, parce que c'est comme disait l'un des chanteurs congolais, c'est Ndeta Mbongo. Bon, Ndeta Mbongo, la SNPC, quand elle recrute, est-ce que les annonces sont faites? Même quand elle recrute la SNPC, il n'y a pas de bousculade pour avoir les drames de ce point. Alors, quelles sont les entreprises, à votre avis, c'est pas aujourd'hui, dans quel secteur les jeunes peuvent se retourner pour dire, plutôt que de courir derrière l'armée, je peux me retourner vers telle entreprise. Beaucoup disent, surtout pour les jeunes filles, je vais être très court, mais je vais être un peu trop long. Les filles disent, il faut s'allonger, il faut enlever sa robe pour avoir le travail. Les garçons, on leur demande désormais de devenir membre d'une religion, si ce n'est pas d'accepter de devenir aussi, de perdre leur dignité. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'au Congo, le drame d'Ornano pouvait éviter? Votre question est complexe et très bateau. Je vais quand même tenter de vous donner quelques éléments de réponse. Bon, d'abord, je commencerai par une observation, Monsieur Belébé. Allez-y. L'observation, elle est la suivante. Donc, l'armée est un corps de métier relativement spécial. Pas seulement propre au Congo ou dans les pays africains que vous avez cités, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et consorts. Mais même en Europe, même en Amérique, même en Asie, sur toute la planète, dans tous les pays du monde entier, c'est
le corps, quand il n'embauche pas 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Selon que l'on soit en période de paix ou en période de guerre. L'armée, quand elle embauche massivement. C'est l'un des domaines dans l'économie, dans la société, on embauche massivement, selon les 2 raisons que je viens de donner. Deuxièmement, c'est aussi, par rapport à ce point, l'un des corps, chez nous, peut-être pas dans le monde entier, mais chez nous au Congo, où l'embauche étant massive, eh bien, c'est largement médiatisé, même surmédiatisé. Alors, ce qui fait que ça fait en sorte que dans les autres domaines, dans les autres secteurs d'activité, que nous soyons dans le primaire, le secondaire ou le tertiaire, que nous soyons dans l'agriculture qui est en train d'embaucher, vous le savez, que nous soyons dans le pétrole, que nous soyons dans l'agriculture avec son tracteur, dans les autres secteurs, je vais arriver. Donc, vous allez voir que là-bas, c'est pas médiatisé, mais on embauche des gens, mais c'est pas médiatisé. Alors, ce qui fait que le secteur qui est beaucoup médiatisé, eh bien, tous les yeux, toute la lumière, tous les yeux sont braqués sur ce secteur-là, ça fait en sorte que il est visible s'il y a une erreur. C'est vrai que nous avons tous condamné le fait que le recrutement soit fait la nuit. Nous avons tous condamné que des mesures n'ont pas été prises. Et je pense que le gouvernement, le moment viendra, aujourd'hui, demain, ces jours-ci, où les responsabilités seront établies et les responsables seront connus et punis conformément à la loi. On laisse le temps à la justice de faire son boulot, continuer les enquêtes, tout et tout. Mais je pense que ce travail sera fait et les responsabilités seront dégagées. Même si chacun de nous a son idée. Les gens souhaiteraient que ce soit X ou que ce soit Y dans le gouvernement. Mais moi, je fais confiance en la justice de mon pays et je pense que le moment venu, les noms seront cités, les responsables seront dégagés depuis le stade d'Ornano jusque sur le plan ministériel. Après, vous êtes le seul, vous êtes l'un des rares Congolais à faire confiance à la justice congolaise. Vous pouvez continuer. Bien, moi je fais confiance. Jusqu'à preuve de contraire, je fais confiance. Je pense que alors, quels sont les secteurs qui, de votre point de vue, aujourd'hui embauchent, de mon point de vue, absorbent l'emploi des jeunes? Aujourd'hui, de mon point de vue, il y a beaucoup de secteurs qui embauchent, seulement ce n'est pas médiatisé comme l'armée. Si nous allons dans l'agriculture, avec toutes ces différentes branches, le secteur primaire, si nous allons dans le secteur primaire, nous allons voir que ce soit au niveau de l'élevage, au niveau de l'agriculture, au niveau des plantations. Monsieur Ndian, pardon. En train d'être créés, des tracteurs, des moyens qui sont mis à leur disposition. Il y a de la création de l'emploi. Monsieur Ndian, pardon. Le Congolais qui nous écoute, il dit, ça c'est un discours politique. On va citer les noms. Quelles entreprises au Congo recrutent dans l'agriculture? Quelles sont ces entreprises que vous connaissez qui recrutent? Quelles sont ces entreprises qui... on a des enseignants qui font grève parce qu'ils sont dans une situation précaire incroyable. Ils sont pas embauchés à la fonction publique. On a des médecins qui n'ont même pas été reçus par le ministre de la Santé. Des jeunes qui rentrent de Cuba 1 an et demi et on sait qu'ils perdent très vite leur technique, leur connaissance. Quelles sont ces compagnies qu'on peut citer là à la radio qui recrutent au Congo, qui existent? Je dis encore une fois, l'oiseau officiel du Congo, celui de l'organisme du Congo, qui disent aussi que même les hôtels recrutent. Quels sont ces hôtels qui peuvent recruter? Bon, écoutez, excusez-moi, on perd du temps sur le recensement des entreprises au Congo. Il n'y en a pas, et M. Asie Dominique de Marseille nous a parlé plus de l'artisanat. Lui, il croit que c'est dans la restauration, ce n'est même pas des chaînes d'hôtellerie. C'est de l'artisanat, mais nous, on veut des entreprises au Congo qui embauchent, mais il n'y en a pas nada, en dehors de l'armée. Mais tous les Congolais sont unanimes là-dessus. Parce que c'est une façon de paupériser, de conditionner la population. Bon, on revient vers vous, M. Niemalade. Vous avez interrompu M. Ndian. M. Ndian, s'il vous plaît. Comme dit M. Niemalade, on ne va pas faire le détail parce que c'est listé. Mais est-ce qu'il y a des grosses sociétés dans ce secteur-là qui embauchent?
Mais qui vous a dit que les grosses sociétés qui doivent Ok, embaucher? même les petites et moyennes sociétés. entreprises ne Quelles sont peuvent ces pas sociétés qui embaucher. embauchent? Notre déficit à nous est d'ordre informationnel. Nous tous qui sommes ici en Europe, qui vivons en Europe ici des années et des années, on met papier au Congo, on entend seulement nos informations, c'est soit Monsieur sur les Ndian, réseaux sociaux, non, ou à non, la c'est radio, complètement ou à la faux. télé. Non, c'est Vous faux. pouvez pas Moi, me je demander peux, à moi- mais je vous peux pouvez faire pas me pire que ça, demander- monsieur non, Ndian. non, non. Je peux Je suis faire pas pire que ça. d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas me demander à moi de citer les entreprises qui ont été Ah, créées. d'accord, mais je peux faire pire que ça. Monsieur Ndian, je peux faire pire que ça. Dans ma propre famille, monsieur Ndian. Non, dans ma propre famille. Monsieur Ndian, dans ma propre famille, il y a des jeunes qui ont fait plus de 10 ans en sortant de l'école ne pas être embauchés. Que l'on me dise à moi qu'il y a des entreprises qui embauchent. Moi aussi, j'en ai. Bon alors, donc quel sens que c'est quoi comme secteur qui embauche où on a des jeunes qui... Il y a une dame, une jeune fille qui avait un master, qui parce qu'elle voulait à tout prix travailler, elle est partie mourir, elle a dû même accepter d'être une simple combattante. C'est dramatique. Votre parti a fait de la campagne présidentielle l'emploi des jeunes. Combien d'emplois avez-vous créé depuis 2016? Je me répète encore une fois de plus, Monsieur Ebelebe, Oui, notre monsieur. problème, je l'ai toujours crié haut et fort, c'est un problème de communication politique, de communication gouvernementale. Je suis convaincu, il existe des pans entiers de l'économie nationale, des secteurs entiers de l'économie nationale qui embauchent, mais c'est pas médiatisé. Nous ne connaissons pas le nombre, nous ne connaissons pas les entreprises qui sont en train d'être créées, qui sont en train d'embaucher, etc., etc. Par contre, le seul domaine qui a été largement médiatisé par rapport au drame, c'est l'armée, mais vous ne pouvez pas en conclure que dans toute l'économie nationale congolaise, le seul secteur qui embauche, c'est l'armée, vous ne pouvez pas dire ça. C'est vrai que nous regrettons, moi le premier, nous regrettons qu'effectivement, que nous ayons plus de 450, je crois, médecins qui sont revenus de Cuba, qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore placés. Nous regrettons le fait qu'il y a des déficits en termes d'enseignants au niveau de l'enseignement secondaire et supérieur, et que nous avons des jeunes étudiants qui ont été formés, qui n'occupent pas encore ces... On le regrette tous. Non, mais vous regrettez et vous ne condamnez pas. Le regret ne sert à rien. C'est-à-dire que vous avez un État qui faillit et puis on justifie l'État. C'est incroyable. Vous regrettez, vous ne condamnez pas. Qui justifie l'État? Vous justifie l'État? Quand vous regrettez, quand on regrette, on n'apporte pas grand-chose. Oui. Un regret, c'est simplement, on tape sur le doigt et puis on dit, bon, désolé. Et vous pensez que si on condamne, on apporte quelque chose? Je pense que si on condamne, l'État va commencer à comprendre qu'il faut travailler. Vous pensez qu'il y a un seul Congolais qui peut applaudir le taux de chômage qu'il y a au Congo? Vous êtes sérieux là, M. Belébé? Bon, monsieur Ndian, un Congolais, un seul Congolais, qu'il soit de l'opposition ou pas, un citoyen normal comme ça, il peut applaudir le taux de chômage qu'il y a au Congo, il peut applaudir le drame qu'il y a eu à Dornano. La question c'est qu'est-ce qui se... des enseignants qui n'enseignent Mais pas. on vous pose la question, vous ne faites que nous dire, on regrette. La question c'est... Na jeune fona luka bulo pour que na koma kuluna te kana zara moke baloba kongombo kabitumba na njima kite to sala batike bele me mosale chikalika l'armée to linga to lesa libota metandenge to chikimboka à l'armée. Qu'est-ce qu'on fait avec ce taux de chômage d'une campagne présidentielle basée sur des promesses? Il y a un bouquin qui est sorti de l'autre côté de la RDC, écrit par un chercheur du Congo-Kinshasa, qui dit ceci: ils ont recensé 250 promesses de Tshisekedi parce qu'apparemment, il arrive à faire une promesse par semaine. Et je pense qu'au Congo, il faudrait que des chercheurs congolais fassent aussi des recherches sur les promesses du PCT pour résoudre les problèmes des Congolais. Je vais vous laisser quelques minutes, je reviens vers vous, M. Miambalat, avant que vous n'interveniez. Mais je voulais... Monsieur Miambalat, excusez-moi, monsieur Gaïno, monsieur Miambalat, on a réduit l'âge des retraités, des personnes âgées qui forment la classe de retraite. On a réduit leur âge pour qu'ils restent encore actifs. On a augmenté plutôt l'âge de la retraite pour que les plus âgés restent. Donc on empêche les jeunes d'accéder à l'emploi. Est-ce que ce n'est pas un problème? Ce n'est pas l'un des problèmes. Mais effectivement, ça ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Les mesurettes ne peuvent plus marcher. Ils ne font que enfoncer le bateau. Est-ce que vous croyez que le fait de tasser encore la population, c'est une façon de tasser puisqu'ils ne partent pas?
Il y en a qui sont derrière, qui arrivent, ils vont se tasser, et à la fin, ça va exploser. Économiquement, ce n'est pas viable. Mais le président de la République, même si on nous dit qu'il y a eu trop de pubs sur ça, mais c'est faux. En France, quand on recrute même dans l'armée, on écrit l'armée recrute, ça part, il y a des pubs partout. Mais chez nous, ça recrute tout le temps. L'armée, chaque fois que tu vas au pays, il y aura toujours des recrutements. Donc c'est en permanence. C'est une usine qui tourne à plein régime. L'armée, c'est comme ça, la police également. Là, c'est parce que les réseaux sociaux se sont mêlés de ça. Nous avons beaucoup contribué pour faire connaître ce genre de situation. Mais pourquoi le président s'en est pris à nous? Dire non, les réseaux sociaux, ils préparent une riposte parce qu'on a dénoncé ce qui se passe au pays. Ce n'est pas les médias, c'est pas la pub n'était pas faite au Congo. Les journalistes congolais, ils n'ont pas ce courage-là, comme disait non, cette liberté. Peut-être pas le courage, mais ils n'ont pas la liberté. Ils n'ont pas la liberté. Pardon? Ils n'ont pas de liberté, parce qu'on a vu qu'il y en a un qui a eu mais voilà. la liberté. La liberté s'arrache. Oui, mais il y en a un qui a eu ce courage-là, qui a été suspendu, qui a été réintégré. Donc, ils n'ont pas de liberté comme nous, on peut avoir à l'étranger. D'ailleurs, on nous dit, donc, vous claironnez à l'étranger, venez un peu au Congo, faire le même discours. Bon, mais... non. Pour chuter, comme dit M. Gabriel Nzion, je dis non, rien ne marche au Congo, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien, nada, le pays à terre. Il n'y a que des voleurs et tout. Quand vous dites nada, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont là, mais qui ne sont pas capables de résoudre la crise de chômage. Monsieur Gaïnon, vous avez la parole. Oui, je voulais dire quand même que, bon, je regrette un peu l'optimisme de mon frère Dion. Je me rappelle encore lorsqu'il nous disait que voilà, certains membres du gouvernement qui n'avaient pas, même jusqu'à aujourd'hui, je crois, le Premier ministre n'a pas déclaré ses avoirs, le président non plus. Il nous disait non, le gouvernement le fera, et jusqu'à présent, on n'a rien. Et là, il parle que le gouvernement pourra dégager la responsabilité parce qu'il y a eu une enquête, mais le 4 mars, on ne sait pas quels sont ceux qui sont responsables. Bravo, bravo, j'allais dire ça le 4 mars, pas de nouvelles, circuler, rien à dire. Voilà. Ça a toujours été comme ça, circuler, il n'y a rien à dire. Donc, il ne faut pas se voiler la face devant la vérité. Et puis, lorsque le gouvernement congolais envoie un ministre en France, soi-disant pour recruter les gens dans la diaspora, on n'en a pas. Alors que au Congo même, à Brazzaville, il n'y a encore pas de Brazzaville, mais aller dans toutes les régions, les jeunes sont au chômage. Alors, pourquoi ne pas créer des entreprises qui vont prendre les jeunes? Au contraire, et puis en plus, vous venez le dire, on augmente l'âge de la retraite. Aujourd'hui, vous allez dans les ambassades, les ambassadeurs sont des gens, sont des seniors, qui ont plus, certains ont plus de 70 ans. Moi, je connais des gens normalement que je peux citer qui sont encore actifs, qui ont mon âge. Donc, vous voyez que on fait exprès. J'ai l'impression que on ferme les yeux devant le drame congolais, qui est le chômage. Le chômage, c'est un drame pour des familles. Quand vous avez, par exemple, 5 enfants qui sont au chômage et que vous-même, vous avez une petite retraite qui vient au compte-gouttes, mais vous ne dormez pas bien quand on parle de la paix. Mais moi, je me disais qu'on se moque des gens. On peut parler de la paix lorsque tu sors le matin, quand tu te lèves, tu regardes les enfants, tu ne sais pas quoi leur donner. Tu vois un adulte qui est là, qui tourne dans la rue, le bruit commence à 4 heures du matin, parce que ces gens-là, ils n'ont rien à faire. Ils tournent en rond dans les rues de Brazzaville, à Pointe-Noire, partout dans toutes les grandes villes. Mais c'est un drame, le chômage. Comment ne pas se rendre compte de ça? C'est méchant ce que nous sommes en train de dire, lorsqu'on dit que les entreprises, M. Assel Marseille confond même ce qu'on appelle l'auto-entreprise à des entreprises. Il confond tout pour défendre un gouvernement moribond. C'est une honte. Et M. Assel Marseille était incapable de répondre à M. Alassane Ouattara, qui a dit 2 mots qui choquent. Le premier mot, il a dit, on peut donner tout l'argent du monde à M. Sassou, il ne fera rien. On n'a pas entendu M. Assel Marseille répondre. Après, le même récidive, il dit, il appelle empereur. M. Assel Marseille connaît la définition d'un empereur. Il n'a pas répondu.
il se tait. Mais quand nous disons la vérité, parce que nous sommes Congolais, ben là, il prend le micro, il s'étale la poitrine, il claironne pour défendre un gouvernement moribond. Maintenant, qu'il nous dit si le chômage, ce n'est pas un drame. Est-ce que lui, il a ses enfants qui chutent? Monsieur Gaïno, essayez un peu de chuter. Je vais quand même essayer de placer un mot parce que... Je chute, mais quand vous parlez, je vous écoutais, mais c'est quand même choquant parce que moi, ça me touche énormément de voir des gens qui défendent un gouvernement qui plonge toute la population dans un drame, pas seulement la mort, mais en même temps le chômage aussi, ça vous condamne à la mort, monsieur Gabriel, il faut le savoir. Parce que quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous soigner. Vous ne pouvez même pas avoir un comprimé d'aspirine ou de Nivaquine pour boire. Dans un pays où vous avez le palu qui tue. Vous vous rendez compte? Monsieur Belébé, avant de remettre la parole au vieux Patrick, j'aimerais présenter une citation d'un ancien président de la Côte d'Ivoire, comme le monsieur Gaïno parlait de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence monsieur Houphouët-Boigny, quand il disait que la paix n'était pas un vain mot, mais c'est aussi une manière d'être, un comportement, des attitudes. La paix aussi, c'est ça. Donc, c'était pour entériner ce que tu disais, tout ce que tu as dit. Merci, en disant que la paix, c'est un comportement. Voilà, merci. J'aimerais réagir en disant ceci. Il n'a échappé à personne que le drame qui est arrivé au stade d'Ornano, Michel d'Ornano, en face du collège lycée Gonga-Édouard, est un drame qui est issu du grand phénomène que nous connaissons tous, qu'on appelle le chômage. Et M. Gaïno venait donc d'aborder cet aspect-là, effectivement. Le chômage est un véritable fléau. Personne ne le niera au Congo. Et faute de statistiques, effectivement, nous ne pouvons pas citer des chiffres, puisque personnellement, je n'ai pas des statistiques officielles. Je ne peux pas me contenter de ce que racontent les réseaux sociaux. Mais c'est un drame. Monsieur Ndian, vous devenez comme votre président. Vous aussi, vous faites des réseaux sociaux votre ennemi? Non, non, non. Les réseaux sociaux ne peuvent pas. Les réseaux sociaux est une évolution. Merci. Ce sont les Congolais qui parlent. Votre campagne 2016, je vous rappelle, a été basée sur le recrutement des jeunes. La chanson d'Ornano que vient de faire le collectif des chanteurs congolais le rappelle vraiment très bien. On a promis du travail aux Congolais, aux jeunes. Où sont-ils? Ce n'est pas un problème de statistique. Il devait planter les sacos. Ce n'est pas un problème de statistique, monsieur Ndian. Ce n'est pas des statistiques. Statistiques, nous les vivons tous les jours au Congo. Les drames du Congolais, ce n'est pas seulement les statistiques. Les chiffres, ce n'est pas seulement les chiffres, c'est la réalité congolaise. Vous et moi avons des parents qui nous appellent ou qui nous posent des problèmes à distance. Vous le savez, nous le savons. Ce n'est pas réglé. Je pense que le souhait de tout le monde ici sur ce plateau radiophonique, c'est que le gouvernement puisse trouver des solutions idoines pour le phénomène du chômage. Parce qu'effectivement, le chômage, c'est ce qui... le drame de Dornano est une conséquence fatale du chômage, avec toutes ces conséquences que nous connaissons tous. Parce que si un jeune a un boulot, c'est vrai, il n'y aura pas de bébé Koulouna. Si un jeune a un boulot, c'est vrai, il y aura diminution du banditisme. Si un jeune a un boulot, c'est vrai, il n'y aura pas des tapages nocturnes, il n'y aura pas du banditisme de la rue, il n'y aura pas de voyous, il n'y aura pas de... Voilà. Mais manque de boulot, effectivement, les jeunes sont obligés donc de faire tout ce que nous voyons au pays. Les conséquences du chômage sont nombreuses. Donc, moi, je me dis... Mais vous avez parlé, M. Gaïno, laissez-moi aussi parler. Je rappelle que vous êtes 3 quand même, hein. Donc, je disais que... l'indéfendable, c'est pas nous qui t'avons dit, hein. Donc, je me dis quand même que le gouvernement a un devoir. Son devoir, c'est de prendre les... Nous pouvons être aussi une force de proposition, comme nous l'avons toujours été. 40 ans plus tard, M. Gaïno, on n'arrive plus à proposer quoi que ce soit au gouvernement. On leur demande de partir. Non, non, non. On ne sait plus proposer quelque chose. On leur demande de partir et de donner la place aux autres. Vous me permettez, monsieur? Non, on laisse M. Ndian finir, s'il vous plaît. Laissez M. Ndian finir. Nous sommes dans une démocratie. Non, laissez M. Ndian finir. Il a été beaucoup interrompu. Laissez M. Ndian terminer. M. Ndian, allez-y.
Moi, j'ai entendu M. Gaïno parler. Hein. J'ai entendu M. Sosten parler. Hein. Donc, vous êtes déjà deux. Ici, je rajoute M. Belébé qui fait ses commentaires à charge. Donc, vous êtes quand même trois. Hein. D'accord, M. Ndion, allez-y. Allez-y, M. Ndion. Allez-y. Donc, le phénomène du chômage est un phénomène qui est connu de tous. Donc, je pense qu'il est normal que le gouvernement, sur ce point, nous devons être, la radio Bakambi, nous ne devons pas être seulement dans l'excellence de la critique. Non, nous devons être aussi force de proposition. C'est vrai que Bakambi existe depuis 2018. Hein. On propose depuis 2018. Oui, ça ne fait rien. Oui, ça nous fait quand même 5 bonnes années. Et si nous sommes force de proposition, tôt ou tard, ça aboutira. Moi, je suis optimiste. Je suis spécialiste du long terme. Donc, le développement, c'est le long terme, ce n'est pas le court terme. Donc, je me dis que si nous proposons au gouvernement de faire en sorte que son cheval de bataille soit le chômage, et demain, si le problème du chômage est résolu, je pense que toutes les conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui, toutes les conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui vont doucement, doucement disparaître de tout ce qui est banditisme, tout ce qui est bébé noir, tout ce qui est criminalité. Doucement, doucement, ça va disparaître. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Et je suis convaincu qu'à quelque chose, malheur est bon. Notre gouvernement, je suis convaincu, notre gouvernement va tirer les leçons de ce drame d'Ornano pour changer de fusil d'épaule, surtout en matière de politique de lutte contre le chômage. Voilà. Et de la monsieur, en une phrase. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Gaïno et monsieur Miambalat. Le professeur Galabay. Le professeur Galabay. S'il vous plaît, je pose une question, s'il vous plaît. Le professeur Galabay dit ceci. Je résume sa pensée. Telle que je l'ai comprise, j'espère que je ne vais pas me tromper. Il dit ceci. Vous avez comment dire, au haut niveau de l'État, dans la structure de l'État, des dirigeants congolais qui occupent des fonctions pendant 25 ans, qui ont commis des erreurs pendant 25 ans. Quand il faut mesurer leurs performances et qu'on se rend compte qu'ils sont dominés par des échecs, quand on leur demande de rectifier, on demande aux mêmes personnes qui sont à l'origine de la catastrophe du Congo d'être encore ceux qui vont rectifier. Dans des pays où on réfléchit, ils partent et ils font venir d'autres personnes. Dans une entreprise, on enlève le dirigeant, on enlève le manager, on enlève le chef de service et on nomme d'autres personnes. Monsieur Ndion, la langue de bois, on veut bien. Est-ce qu'au Congo, on peut rester pendant 40 ans, 20 ans, 50 ans, ministre, directeur général, conseiller, et le pays va dans la catastrophe, et nous, on doit croire en ces gens-là. Monsieur Bienmalat et monsieur Gaïno, s'il vous plaît. Moi, en une phrase, s'il vous plaît, et j'aurais résumé toute ma pensée. Je fais mienne les phrases du président ivoirien Alassane Ouattara. Quand il avait dit, le gouvernement congolais là, avec ces dirigeants-là, vous pouvez donner tout l'argent du monde, ils ne feront rien. Voilà ma phrase. Et M. Ouattara avait raison d'appeler notre président honteusement empereur. J'en ai terminé. M. Gaïno. Oui, mais je voudrais tout simplement aussi, en appuyant cette idée que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire ce qu'avait dit M. Alassane Ouattara, appuyer aussi la deuxième proposition de M. Le professeur dont vous venez de prononcer le nom, qui dit à juste titre ce que nous sommes en train de drame du Congolais, c'est justement tout ce qu'on dénonce là. Quand M. Ndion dit qu'il faut faire des propositions, mais nous les faisons. Nous faisons, nos propositions sont claires. Ils ont prouvé pendant des années qu'ils sont incapables. Et qu'il y a des gens capables, qu'il y a des gens capables. À un moment donné, il faut savoir quitter le pouvoir avant qu'il ne vous quitte. Surtout quand vous vous sentez incapable. Il voit chaque année, le Congo ne vit que des drames. Le drame du chômage, je vous jure que c'est grave pour un pays. Et quand vous entendez le président qui parle de la paix, alors que tous les enfants de 30 ans, de 50 ans, qui n'ont jamais travaillé, qui ont aussi des enfants à nourrir, et puis vous avez le courage de dire que ce gouvernement-là peut changer. Changer comment? Quand on est incapable, quand on est aveugle, mais il faudra encore beaucoup d'opérations pour que tu puisses voir.
On n'en arrive pas là. Il faudra peut-être changer leur cerveau. Mais il faut trouver un chirurgien qui va venir remplacer leur cerveau par d'autres cerveaux. Parce que les cerveaux qu'ils ont là, ils ne pensent pas. Vous voyez, monsieur, je vais vous dire une chose, monsieur Belébé. Un ministre qui accepte de toucher pendant 30, 40, 50 millions dans un pays où la pauvreté est extrême, c'est rare. Et j'entendais un journaliste dire, mais est-ce que ces gens-là, peut-être un journaliste, mais enfin parmi dans les réseaux sociaux, quelqu'un disait, est-ce que ces gens-là voyagent? Allez même dans un petit pays comme le Cap-Vert, montagneux, allez voir un village, je vous dis, vous allez comparer ce village-là, nettement meilleur à Brazzaville. Je dis meilleur à Brazzaville. Les routes bitumées, tracées, dans un petit village de 1000 habitants. Nous avions beaucoup d'argent, mais on s'amuse avec ça à côté du moment où vous avez seulement 0,5% de la population riche, donc tout le reste dans une extrême pauvreté et plongé dans le chômage. Et puis on vient parler de la paix. Mais de qui se moque-t-on? La paix de qui? De ceux qui volent. Ah oui, qu'on les laisse en paix, on ne les touche pas comme ça, ils ont le droit de tout piller. Voilà, monsieur Gabriel, ce que, monsieur Ndion, ce que tes gens que tu défends là, voilà ce qu'ils sont. Et je te jure qu'ils ne changeront jamais, à moins que tu leur trouves un super chirurgien qui va leur changer leur cerveau. Là, je peux croire. Mais sinon, tu pourras aboyer pendant 100 ans avec les mêmes, tu seras dans ton gouffre. Monsieur Gaïno, vous avez parlé de M. Ndion et on a la chance d'avoir dans notre discussion M. Miambalat qui représente l'UPADS. M. Miambalat, le PCT prend à charge, prend toutes les critiques et vous incarnez le parti d'opposition officiel du Congo, officiel, reconnu par l'État. On ne vous entend pas, on n'entend pas votre parti. On n'a pas entendu votre leader politique. On n'entend pas ce que vous pensez. On n'entend même pas vos remarques, ni vos critiques, non plus vos propositions. Est-ce que l'UPADS aussi n'a pas sa part de responsabilité dans ce silence coupable aux yeux des Congolais? Parce que là, les Congolais ont besoin d'être soutenus. Les jeunes ont besoin d'entendre la voix des leaders politiques. Aussi, aujourd'hui, le seul dont on entend la voix, c'est M. Mirassa. Que dit l'UPADS? Mais on ne peut pas aborder cette question de cette manière-là. Allez-y, pour poser la question. Comment on peut l'aborder? Je donnerai ma version, ça n'engage pas le parti. Non, je ne demande pas la parce que nous attaquons M. Ndion en tant que PCT. J'aurais aimé que vous me disiez, est-ce que votre parti a pris une position ou a fait un communiqué? Ne fût-ce qu'un communiqué de soutien aux familles. Je sais, prenez votre mal en patience. Merci. Il n'y a pas de problème pour ça, parce que ce que vit le pays, chaque Congolais doit vivre ça dans sa chair. Cela étant, ça nous touche directement, indirectement, mais comme c'est le pays, c'est le seul pays que nous avons. Donc vous n'avez rien dit en fait, vous n'avez encore rien dit, ce que vous me me dire. Je croyais que vous vouliez annoncer, dire que vous avez fait un communiqué. Si, mais les réseaux sociaux, il y en a qui tweetent, il y en a qui disent, mais individuellement, mais non, collectivement, en tant que direction du parti, non. Ils ont posé quelques problèmes, peut-être à l'Assemblée, ça je n'en sais rien, mais officiellement, une déclaration... Monsieur Gaïno, monsieur Miambalat est en train de botter en touche. Vous êtes le seul à ne pas être membre d'un parti politique. Monsieur Gaïno, là, on a vraiment un politicien qui nous dribble, un peu comme Tosta à l'époque. L'UPADS est sans voix face à ce drame. Parti d'opposition officielle. Oui, quand vous avez un président de l'UPADS qui touche énormément d'argent dans un pays où la pauvreté est extrême et qui est incapable même d'organiser un congrès parce qu'il a peur qu'il ne soit évincé. Comment voulez-vous qu'il puisse parler? L'UPADS est comme le PCT, ils sont dans une même pirogue et ils naviguent dans l'obscurité. Ils laissent les Congolais derrière eux. Ils ont la lumière pour aller voler. Ils ont pris la lumière, le flambeau, pour aller voler, tous. Mais ceux qui restent derrière, ce sont les pauvres citoyens.
Voilà ce que l'on peut dire. Parce que ce n'est pas la peine de dire que l'UPADES est un parti d'opposition. Non, non. Je ne peux pas vous laisser dire ça comme ça. Vous allez parler après. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Je me laisse finir. Partout, monsieur, partout dans le monde entier, quand il y a un drame, même un seul citoyen qui meurt lors d'un accident comme ça, là, on voit les responsables se déplacer. Mais je l'ai dit dans une radio, une autre radio, j'ai dit, on n'a vu aucun responsable politique. Mais on fait la politique pour qui? Pour les citoyens, monsieur. Mais vous faites la politique pour vous-même. Je ne sais pas comment tu peux défendre un parti qui n'a jamais, qui ne bouge pas quand il y a un drame. Aujourd'hui, les gens sont morts. Mais on n'a pas vu l'UPADES. On ne l'a même pas entendu. On a vu M. Mirassa qui a parlé, même s'il n'est pas allé, mais au moins il a parlé. Mais vous, vous êtes muet et puis vous allez défendre. Mais gênez-vous. Vous faites du mal à vos militants quand vous voulez défendre l'indéfendable. Ayez pitié de vous. Mais, Monsieur Gaïno, je ne sais pas si, excusez-moi si nous sommes sur le même terrain. C'est bien ce que vous dites là, tout ça, et défendre l'indéfendable. Je ne sais pas qui est indéfendable, qui ne peut pas, ou un parti ou des individus. Bref, ça, je ne vais pas sur ce terrain. Mais moi, ma connaissance, dans un parti est composé des individualités. Il y en a qui agissent tôt, il y en a tard, il y en a bon. Chacun a peut-être son moment. Nous, sur Radio Bakambi, on a décidé de débattre ce genre de situation parce que ça nous taraude. Ça concerne notre pays, ce n'est que normal. La démocratie aussi, c'est ça, laisser à chacun son temps. Et évidemment, d'être aussi excessif dans nos passes, parce que quand c'est excessif, ça devient insignifiant. Monsieur Ndian, vous entendez, vous entendez votre... Monsieur Ndian, oui. Vous entendez M. Miambalade qui est de l'UPADES et qui devrait incarner l'opposition. Quand on dit opposition, c'est qu'il s'oppose à vous. Hein. On a le sentiment qu'il ne s'oppose pas à vous. Il dit chaque chose à son temps. Donc l'UPADES prendra le temps pour faire un communiqué. Donc les événements passeront. Le président aura le temps de dire ce qu'il a à dire. M. Makosso pourra faire ce qu'il aura à faire. Et on entendra plus tard la voix de M. Tati Mabiala. Est-ce que l'échec de la politique au Congo... Bon, c'est pas ce que j'ai dit. Attendez, je pose la question. Monsieur, je pose la question. Monsieur Ndion, est-ce que ce n'est pas aussi... D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, la responsabilité du parti majoritaire qui écrase et fait peur les autres partis? Et du coup, la démocratie congolaise, elle en pâtit parce que voilà, l'autre parti a peur de parler, alors qu'il il est censé être capable de parler. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Allez-y, je suis sûr que c'est ça. Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y. Parce que dans tous les pays, ça c'est les règles, c'est le jeu de la démocratie. Hein. Dans tous les pays où vous avez un système démocratique qui fait en sorte que le parti majoritaire soit vraiment, il puisse avoir une majorité présidentielle qui est écrasante, ça n'empêche pas. Le premier mandat de monsieur Emmanuel Macron, il y avait une majorité écrasante au niveau du Parlement, mais ça n'a pas empêché l'opposition de parler, de réagir à tout moment qu'il y avait un problème et d'arriver même jusqu'au deuxième tour lors du deuxième mandat avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, ils n'ont plus la majorité absolue, tout et tout, mais ça n'empêche pas la majorité, l'opposition de parler. Vous comparez M. Macron avec le Congo. Macron fait pas peur. Macron ne fait pas peur à l'opposition. Au Congo, on a l'impression que le président Sassou fait peur aux partis politiques d'opposition. Non, on ne peut pas dire ça. Les gars, les partis politiques de l'opposition, notamment le premier, notamment l'UPADES, n'a pas, il faut le reconnaître, n'a pas joué son rôle de parti d'opposition. L'UPADES n'est pas force de proposition, n'est même pas force de critique. Parce que nous avons un drame qui est arrivé, tout le monde pointe le doigt sur le PCT, je le comprends, c'est le parti au pouvoir. Tout le monde pointe le doigt sur le gouvernement, je le comprends. C'est le gouvernement qui est au pouvoir. C'est lui qui a la gestion de la chose publique. Moi, je le conçois. Mais, de l'autre côté, comme l'a dit tout à l'heure M. Gaïno, c'est silence radio. C'est silence radio pour devenir l'opposition. Vous parlez de l'UPADES, même des autres partis d'opposition. Qui a parlé, qui a donné son point de vue? Monsieur Mirassa. On entendait hier, effectivement, M. Mirassa qui
a donné dans une interview, dans une émission, s'il vous plaît, une émission qui a donné son point de vue, qui a donné son point de vue, c'est normal, hein, qui a donné son point de vue, puis le discours. Mais vous voyez bien que M. Mirassa est obligé de parler sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas accès à Télé Congo. M. Dion, il n'a pas accès à Télé Congo. Il n'a pas accès à Télé Congo. Excusez-moi, M. Dion. Il n'a pas accès à Télé Congo. Il est obligé de s'exprimer par les réseaux sociaux. C'est pas choquant, ça aussi? Aujourd'hui, pour être écouté par un peuple, on n'a pas besoin de Télé Congo. Vous croyez que la on n'a pas besoin de la Radio Congo. Voilà, mais monsieur Dion, vous avez parlé, donnez-moi une minute. Aujourd'hui, chaque citoyen congolais peut créer sa chaîne sur le web, sur le numérique. Aujourd'hui, monsieur Clément Mirassa a trouvé la solution. Les partis peuvent faire la même chose. Vous créez vos émissions, mais on en a fait. C'est fait, tout ça c'est fait. Voilà. C'est fait. S'il vous plaît. Donc, vous êtes absent totalement sur la scène politique, il faut le reconnaître, c'est tout. Faut pas parler que... Mais tout ça, c'est pour vous dire, monsieur Ndion, ne parlez pas comme au PCT. Nous avons toujours tiré... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? À l'UPADES, même à l'Assemblée, que cet événement-là devrait arriver un jour. Le recrutement dans l'armée, mais on a toujours décrié ça, les méthodes là. Et voilà que le drame arrive. On veut que l'UPADES parle pour des choses qu'elle a toujours parlé. Mais c'est un monde à l'envers. On a toujours dit ça. Si vous regardez l'historique, vous allez voir que l'UPADES a toujours dénoncé ce genre de pratiques. Mais comme c'est devenu des scènes de vie courante, mais les gens continuent dans ça. Mais c'est des choses dénoncées. C'est terrible quand même. Il y a des procès verbaux. Quand il faut parler, l'UPADES ne parle pas. Quand il ne faut pas parler, l'UPADES parle. C'est terrible, hein? Nous avons un drame national. Il y a des moments pour parler. Nous avons un drame national où tout le monde doit parler. Non, l'UPADES ne parle pas. Mais on a déjà dit ça. C'est des choses que nous avons toujours dénoncées. Nous serons à l'Assemblée nationale pour parler, alors que l'événement est complètement passé. Mais c'est pas l'événement. Un événement macabre, vous vous réjouissez de ça? Un événement macabre, vous voulez que les gens parlent pendant que les gens sont en deuil? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais oui, mais voilà, c'est à peu près la posture du PCT. Aucun Congolais ne peut se jouir de cet événement, de ce drame. Nous l'avons tous condamné. Sauf le PCT. Non. Mais le PCT condamne d'une façon... Non, ne fais pas dire. Le PCT, je te rappelle, M. Sontel, c'est le seul parti politique au Congo qui a fait un communiqué officiel à partir de son porte-parole officiel. Mais on n'a pas entendu Tsatsi Mabiala, on n'a pas non plus entendu Sonsen Miambala. Ah non, je me trompe. Aujourd'hui, on entend c'est ce que les Bantous disent. C'est ce que les Bantous disent. C'est l'oncle le sorcier qui vient à la veillée de son neveu, alors qu'il sait que c'est lui qui a bouffé le neveu. Mais bon, tout ça, c'est jeune. Vous pouvez décoder parce que là, c'est codé, monsieur Miamalade. C'est codé. Bon, oui, mais il faut on en rit, c'est dramatique. Mais ce qui est sûr, c'est que... Il faut décoder ça. D'accord, mais ce qui est dramatique, monsieur... à la place de l'oncle qui tue son neveu et qui veut embrouiller. Le PCT a toujours fonctionné comme ça. Donc, les larmes de crocodile. Bon. Il faut savoir ce que vous voulez, M. Miambala. Vous êtes le premier à dire c'est ça la vérité. Vous êtes le premier à dire que il y a eu 32 personnes qui sont mortes. Le chef de l'État n'est pas venu se recueillir. Il est allé à une conférence internationale. Et vous êtes encore le premier à dire que le PCT, c'est celui qui est l'oncle qui... Soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous êtes cohérent avec vous-même. Vous n'êtes pas cohérent. La vérité, c'est que la vérité, c'est que l'UPADES est un parti politique absent, complètement mis vis-à-vis de ce drame que nous condamnons tous. Et le PCT condamne, nous condamnons, sauf l'UPADES. Donc il faut aussi que l'UPADES, monsieur Diamalade, monsieur Gaïnou, de la même manière qu'on demande le départ du PCT, on demandera aussi le départ de l'UPADES. Son opposition n'est pas claire. Merci, M. Libéré. C'est toute la classe congolaise qu'il faut reformer parce que, vous savez, nous sommes dans un empire. Si c'est toute la classe, ça veut dire qu'il n'y a plus de politique au Congo. Hein?
Non, mais je finis. Non, non. Il y a des gens, il y a des hommes qui aiment la politique, comme nous autres qui sommes politiques. On a besoin de les remplacer. Mais je voulais tout simplement dire qu'au Congo, quand j'entends les intellectuels comme M. Ndion dire que nous sommes dans un pays démocratique, non. Puisque on voulait... Mais M. Gaïnou, pourquoi vous vous figez plus, et là il a raison, sur M. Ndion, mais vous évitez M. Miambalat et quand on vient de critiquer l'UPADS? Non, pardon, j'en arrive à l'UPADS, mais je vais tout simplement dire qu'on n'est pas dans un pays démocratique parce que le Congo est dirigé par un empereur, Dixit, M. Alassane Ouattara, c'est pas moi. Donc, si le pays est dirigé par un empereur, on n'est pas dans une démocratie, dans un empire. Et écoute, moi je m'inscris en faux en tout ce que tu dis là. Le président... Mais laissez-le finir, M. Ndion. Vous allez parler après. Laissez-le finir. Laissez-le terminer. Quand on a traité M. Sassou d'empereur, je pense qu'il a même sursauté avec les lèvres, le sourire qui allait jusqu'au... M. Gaïnou, on va éviter un peu des injures, s'il vous plaît. Je voulais revenir, je voulais tout simplement dire que, comme nous sommes dans un empire, il n'y a pas une opposition. L'UPADS n'est pas un opposant. Ce n'est pas un parti qui s'oppose, c'est un parti qui collabore. On est dans un empire. Donc, comme M. Miambalat ne dit pas qu'ils vont attendre la fin peut-être même du deuil pour parler. Mais non, soyez courageux, dites clairement les choses, que vous êtes dans la collaboration. C'est plus simple parce qu'on a vu des drames. On n'a jamais vu l'UPADS. Un parti, même si c'est un parti... On ne peut pas collaborer dans le crime. On ne peut pas collaborer dans le crime. Vous collaborez du tout. Vous collaborez parce que vous êtes avec eux, vous collaborez et ce qui me gêne, c'est de vous... Nous connaissons tous les responsables. Ceux qui ont mis notre pays dans cet éternel état. Monsieur Miambalat, laissez les autres terminer, s'il vous plaît. Pas de fuite en avant. Monsieur Miambalat, laissez M. Gaïnou terminer, s'il vous plaît. Et ce qui me gêne, c'est de vous voir en train de critiquer M. Ndion par rapport à l'attitude du PCT, mais quand on vous demande de défendre votre parti, vous n'avez plus d'arguments et vous voulez vous attaquer à autre chose. Non, monsieur. Mais quel argument? Non, je ne cherche pas d'argument. Soyons honnêtes, il faut dire que vous êtes dans la collaboration, c'est plus simple à dire. C'est vous qui le dites. Hein. Le débat peut avancer parce que les actes... Avançons, oui, mais je ne peux pas accepter quelque chose que je ne pratique pas. Les actes que vous posez le montrent très bien. Les actes que vous posez. Vous ne posez aucun acte d'opposition. On parle par exemple des vols. Vous avez déjà déclaré une enquête? Non. Mais là, vous devenez contradictoire, M. Gaïnou. Vous dites que nous sommes dans une dictature. Bon, mais dans une dictature, vous savez bien qu'il n'y a pas donc une opposition. Mais vous revenez, vous me dites encore votre page, donc c'est... Parce que l'un et l'autre... Parce que tu as dit l'UPADS est dans l'opposition. Sinon, si tu avais dit l'UPADS, que nous sommes dans un empire, que l'UPADS est dans un empire, moi, je n'allais même pas parler. Bon, mais de toute façon, M. Gaïnou, il ne faut pas dire aussi des choses, des termes, un terme très, très, très impropre à la situation politique du Congo. Il ne faut pas vous permettre de dire aux auditeurs et aux auditrices de Radio Bakambi que le Congo, c'est un empire. Vous allez dire ça, nous sommes une république. Vous le savez très bien. Vous avez une appréciation. Non. Monsieur Gabriel, quand je dirais par un empire, c'est faux ce que vous dites. Il ne faut pas prendre une plaisanterie de M. Alassane Ouattara, une plaisanterie et de M. Condé, et de M. Alpha Condé. Et de monsieur Alpha Condé. Ce sont des collègues, ce sont des amis. Monsieur Ndion, si on vous qualifie de parrain, si on vous qualifie de parrain par vos collègues, c'est très dangereux, hein? Écoutez, moi j'ai une famille, hein. Je ne vous dis pas le nom qu'on m'appelle ici dans ma famille. Hein. Chacun donne un petit surnom, un petit sobriquet, un petit truc dans chaque famille politique. Ce qui correspond parfois à une petite réalité, M. Ndion. Parfois. Ne rentrons pas dans le jeu des présidents. Les présidents, ils ont des amitiés, ils sont des collègues, ils ont des petits sobriquets qui s'appellent comme ça. Monsieur Bénévé, vous n'avez pas sobriquet comme des on peut écouter M. Ndion, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut écouter M. Ndion, s'il vous plaît? On peut écouter M. Ndion, s'il vous plaît. Il est allé se faire couronner en Côte d'Ivoire, non? D'accord, M. Gaïnou, vous avez parlé. Laissez M. Ndion parler. Ce que vous dites aussi n'est pas juste. Il n'est pas allé se faire couronner
en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays comme tout autre, un pays surtout africain, qui a des rites, qui a des mœurs, qui a des habitudes. Ils ont leur manière à eux de pouvoir remercier un autre, accueillir un autre. Et donc, par rapport aux relations personnelles, par rapport aux relations qui existent entre le Congo et la Côte d'Ivoire, et particulièrement entre le président Denis Sassou Nguesso et Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, on va terminer l'émission, laissez l'autre terminer. Ce qu'on m'en dit, ce qu'il dit, parce qu'on n'entend pas. Monsieur Dion, si vous pouvez être très court, soyez un peu plus court, s'il vous plaît. Monsieur, court. Oui, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué si on ne te laisse pas évoluer. Donc, je disais tout à l'heure que vous ne pouvez pas prendre la particularité des relations présidentielles, des relations qu'un président peut avoir avec son homologue pour en faire une généralité. Ça, c'est un collègue président qui s'amuse, qui plaisante avec son collègue président en l'appelant empereur. On ne peut pas en faire une vérité nationale pour dire que le Congo, ce n'est pas une république, ça devient un empire. Soyons sérieux. Nous sommes une démocratie avec toutes les institutions et les trois pouvoirs qui fonctionnent correctement. Que ce soit le pouvoir exécutif. Non, le mot démocratie, il faut enlever, monsieur Dion. Il faut enlever le mot démocratie. D'accord, monsieur Miambalat, s'il vous plaît, monsieur Miambalat, vous prenez la parole pendant une minute après monsieur Gaïno et monsieur Dion. S'il vous plaît, je vous demanderai de conclure. On est à 1h30 de débat. S'il vous plaît, monsieur Miambalat. D'emblée, merci bien, mais pour conclure, je dirais déjà que je ne verrai pas M. Biden faire à Macron une blague de ce genre, quoi. Déjà. Mais c'est pas des amis, hein. Mais c'est une blague africaine. Que c'est pas des amis. Je te rappelle que l'un, c'est l'enfant de l'autre. Mais j'ai la parole. Laissez-le parler, monsieur Dion. Monsieur Dion, laissez-le parler. On ne peut pas faire des comparaisons là où il n'y en a pas. Bon, mais vous pouvez multiplier les exemples. On peut trouver d'autres exemples. C'est pas grave. On peut trouver d'autres exemples pour les plus jeunes. Mais ce sont des blagues africaines. Je peux prendre ça dans ce sens-là. On peut traiter l'autre d'empereur. Même deux présidents peuvent le faire. Bon, c'est rien pour les Congolais. Mais bon, que voulez-vous? Le Congo est à terre. La conclusion, c'est celle-là. C'est à nous de réunir nos efforts pour le vivre ensemble. Il nous faut le vivre ensemble. Laissons de la politique politicienne. Franchement, le pays va très mal. Monsieur Dion, votre conclusion. Monsieur Dion. Après, monsieur Gaïno, moi, je ne suis pas de l'avis de M. Sosthène Miambala quand il dit que le Congo est à terre. Non. Je dis que le Congo traverse une situation politique peut-être structurelle, j'en conviendrai, difficile, et qu'il nous appartient de mettre en place une politique qui changerait de logiciel, une politique nouvelle qui changerait de logiciel en ce sens que nous puissions faire comme priorité, donner comme priorité par rapport au drame que nous avons analysé tout à l'heure, donner comme priorité la lutte contre le chômage. Voilà. Si nous mettons ça comme priorité, je pense que dans 1 an, dans 2 ans, nous pourrons avoir de bons résultats. Mais dire que le Congo est à terre, je ne suis pas d'accord. Monsieur Ndian, dans 2 ans, c'est 2025, le Congo sera-t-il développé, on l'a dit, promis? Écoutez, cette question est une question, vous le savez très bien, sur laquelle nous avons déjà débattu pendant très longtemps. C'est une question qui est bateau. Le développement ne se mesure pas en termes mathématiques. En tout cas, ça a été promis par vous. Le Congo sera émergent en 2025. C'est vrai. Je suis d'accord. Nous l'avons promis. Merci. Par contre, si nous rencontrons des difficultés en cours de route, 2025 peut être reporté à 2030. Pourquoi pas? Pourquoi pas 40? S'il y a des difficultés. D'accord. Monsieur Gaïno, votre conclusion? Ben, ma conclusion, c'est d'abord de rire d'entendre les gens du parti être si optimistes. Parce que moi, je veux dire tout simplement à ceux qui nous écoutent que lorsque le disque est cassé, vous pouvez changer, le mettre sur tout appareil, le disque ne fonctionnera jamais. Vous n'allez pas vous en prendre un appareil, il faudrait donc changer l'appareil. Et le Congo, il faut bien sûr, à moins de trouver un chirurgien qui viendra changer ces gens-là le cerveau, parce que ça fait plus de 40 ans que le Congo est en train de s'enfoncer dans l'abîme. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au paroxysme des drames qu'on est en train de vivre parce que le chômage est un drame. On n'attend pas seulement les morts pour dire qu'on vit le drame. Le chômage aussi est un drame. Pour les gens qui vivent ce chômage-là, c'est dur à vivre. Et donc, il faut savoir que aujourd'hui, la seule solution, c'est que ces gens-là, ils sont dépassés. Ils ont montré leur incapacité
On les traite même d'empereurs. Il y en a qui viennent dire que le Congo est un pays démocratique. Alors, ce n'est pas quand même une blague quand ces deux présidents et devant des hautes personnalités. Je ne crois pas que ce soit une blague. C'est une vérité parce que la vérité aussi se dit dans la blague. Il faut prendre les choses au sérieux. Quand on vous insulte dans la blague, ne croyez pas que c'est une blague. C'est qu'on y a pensé. Et nous sommes bien dans un empire qui ne peut plus fonctionner. L'époque des empires est passée. Et il faut faire partie de ces gens-là qui ont cette nostalgie. Sinon, on ne changera jamais. L'émergence en 2025, c'est devenu l'immergence. On construit des lycées de l'excellence, en fait, ce sont des lycées de la médiocrité parce que ce n'est pas les bâtiments. C'est votre conclusion, c'est 1 minute. Donc, ma conclusion, c'est celle-ci. Nous n'aurons pas de chirurgiens pour changer leur cerveau, alors il n'y a qu'une seule solution, les faire partir. Merci à vous trois pour votre débat. Et cette émission est dédiée à tous ces jeunes qui ont perdu leur vie, à leurs familles qui les pleurent, aux Congolais qui sont tristes et que les cœurs soient apaisés. Que Dieu bénisse le Congo et que les solutions viennent, en tout cas très vite, pour que ce pays puisse devenir un pays émergent comme il a été promis, mais que les bonnes volontés et tous ceux qui pensent que la vie est faite un jour ou l'autre de prendre ses responsabilités, il est peut-être temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Dieu bénisse le Congo. À très bientôt, messieurs. Je vous remercie et nous terminerons sur la chanson de Ornano en mémoire de ces enfants partis parce qu'ils cherchaient du travail. Merci, bonne soirée. Merci, bon courage. Bon courage. Merci. Na jeune fona luka bulo pour que na koma kuluna te. Kanazara moke baloba Kongo mboka bitumba na njima kite. Tosala batike bele me mosale chikalika l'armée. Tolinga tolesa libota metandenge to chikimboka alarmé. Aïe, le zinga kuma Kongo dita di bet natalaka troba pasi bet na kulukuta sana kuzwa kima kudi mbasi. Na ba bureau ba place que diavingi na diplôme na maboko me bisal mut keve. Mpipita me loat bat le Congo que na deux faut mo levu ki le bois le pi amba banange. Ornano me ko ut menga sana larma baka ska senga. Ma minena mitema. Les familles sont inconsolables. Tout ça la ligne, tu es never Congo mupendaze. What is it? What's on On cherche un emploi pour gagner sa vie. Ici, on perd la vie en essayant de la gagner. Triste paradoxe. On veut voir nos rêves se changer en réel, rendre enfin nos vieux parents fiers. Hélas, peu de vocations se concrétisent ici. L'armée est la plus grande entreprise. Il fallait n'a qu'un de l'armée. Pour n'aille battre. Nazala qui n'a pas ça y'a emploi. Nazala qui n'a espoir. L'obina son alipota. Espoir y'a qu'on fout à mata tous les mois. Le pays va mal donc on cherche les repères. Génération sacrifiée, Nzabasunga père. Kolo yamba milimo bande kona biso. Pasina mitema, maina miso. Kolo sunga talataka na biso. Boya kena pante, tofungo la miso. Anzo Nini tokokoma na mokili oyo. Koluka mosala ekomi kobomisa bantu. Nzambe yokela biso mawa. Mokili ezangi helika. Soki mosapi ezoki, eswela la kate.
leo. Mao, 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 mao. Bilenge ya Congo mawa. Bilenge ya Congo toleli. Bilenge ya Congo mawa. Bilenge ya Congo toleli. Lelo sanga babeko na mboka na biso. Yaya kena krikolo kavi kufate. Awoleleya, leleya, leleya. Donc c'est ça la vie. Oluka okufi, oluka telisumu. Dites-moi on est où, hein? Bandeko bakufi pona koluka mosala. Nzambozo mona, pasi na motema, population na Kemba. Ils voulaient juste travailler pour na coller sa libota. Qu'est-ce que c'est triste, une jeunesse négligée qui ne demandait qu'à faire du fric. Sharon. Nzambe mawa. Pona bala na biso. We croyez, oh Lord, we croyez. Oh Lord have mercy, oh Lord have mercy. Bashishubwiri ku Kongo bijilunzo nazo chiaji kunsana Kukachiana kusojome kumori eta mapungu enda tukeli Ujinga salufuiri tushamefi Ife chimundu apocalypse Ngolo Courage Force Recontinuance Nidjilunzo Nanzo. Depuis ce matin, le soleil refuse de se lever sur Brazza. À te voir là, tu étais avide de gagner ta vie à Ornano. Tu es resté vide de vie. Devine combien j'ai peur de tout. Mal pour vous, on rage amèrement contre eux. Bilenge ya Congo mawa.